Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce soir. Je dirais juste 2 mots pour remercier la mairie de Gave qui nous accueille gracieusement ce soir pour les lundis de la mer qu'organise la Maison de la mer de Lorient depuis une vingtaine d'années. C'est en 2016, on a commencé à tourner dans le territoire de l'agglomération de Lorient. La première soirée a eu lieu à Riantec en février et la deuxième donc Gave. Et on va comme ça tourner sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et ne pas se contenter de faire nos lundis de la mer à la station éphémère de Lorient, comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je passe la parole à Anne Aigleport, l'animatrice de la Maison de la Mer, qui va vous présenter les intervenants de ce soir. Bonsoir à tous. Donc, merci à Gave de nous accueillir ce soir. La Maison de la Mer a invité ce soir Catherine Floïc pour son ouvrage L'huître en question. Et c'est justement un peu sous cette forme de questions qu'elle vous propose cette rencontre. Donc à vous de jouer aussi. Elle n'est pas venue toute seule parce que son livre non plus, elle ne l'a pas fait toute seule. Elle avait 30 personnes pour l'aider à construire et à répondre aux questions. Donc ce soir, on a 2 ostréiculteurs de Locoal-Mindon, Jean-Noël Yvon et puis Tiffaine Vigourou. Et puis on a aussi Pierre Molot, au bout de la table, là-bas, qui est biologiste spécialiste du plancton. Donc avec tous ces intervenants, le local de l'étape, oui. Avec tout ce monde-là, je pense qu'on va avoir un bel échange avec vous aussi. Donc bonne soirée et à plus tard. Bonsoir, je remercie la Maison de la Mer pour cet accueil. C'est une invitation qui est en plus très très personnalisée parce qu'on a ici des ostréiculteurs de la rivière d'Etel. Moi je viens d'un peu plus loin, Paris, mais via Kervoyal dans le Morbihan. Et Pierre Molot qui est connu, je crois. Donc c'est une soirée qui peut être tout à fait vivante et amicale. Comme j'ai conçu ce livre, me posant des questions, quand on a parlé beaucoup de la mortalité des huîtres et des triploïdes, je connaissais, pour être consommatrice d'huîtres depuis toujours, j'ai connu avec mon grand âge les huîtres plates qu'on trouvait couramment, qu'on pouvait même pêcher, qui ont été remplacées par les japonaises. Et puis après, on a commencé justement à parler des triploïdes. Et c'était des questions qui étaient pour moi très aiguës, en me disant mais qu'est-ce qu'on va faire aux huîtres? Pourquoi parler de triploïdes? Et ce livre est parti comme ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de littérature concernant l'huître. J'ai donc été, à partir de rencontres humaines qui me paraissaient tout à fait intéressantes sur le terrain, de découverte en découverte. J'ai eu la chance, je crois, de bien sentir quels étaient les interlocuteurs que je rencontrais. Puis d'autres m'ont proposé des noms et j'ai progressé comme ça. Donc c'est un livre qui est construit autour de ce qu'on a envie de savoir, de découvrir ou de retrouver à propos de la vie des huîtres. Donc on a ici des ostréiculteurs qui vont pouvoir vous parler de ces huîtres. On peut avoir quelques photos qui vont les préciser. Donc on peut dire quelques mots sur la construction du livre, enfin comment vous êtes entré dans le livre, et puis après on va passer aux pratiques, je sais pas. Comment on est entré dans le livre? C'est plutôt Tiffaine. Ouais. Tu m'as téléphoné. En fait, on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis on est devenus amis depuis. C'était très intéressant de rencontrer Catherine parce qu'elle posait des questions que moi-même je ne m'étais pas posées. Sur les huîtres, sur la façon de les consommer, sur la façon de les élever. Et ce livre est très très enrichi de diverses façons. On peut lire entre les lignes, mais on a les paroles brutes de tous les acteurs de la filière ostréicole. C'est ça qui est bien, parce que ça permet de se faire sa propre opinion, en fait, sans a priori. Pierre Molot, j'ai eu peur de ne pas pouvoir le joindre dans les temps pour le lire, mais ça s'est récupéré. Avec un emploi du temps un peu difficile des voyages, mais heureusement, c'est là, puisque le plancton, c'est la nourriture, c'est la base aussi, c'est comme ça qu'on peut commencer, la base de la vie des huîtres. Oui, je me souviens quand tu m'as téléphoné et tu m'as dit on va prendre des rendez-vous par téléphone. Bon, je bougeais beaucoup, mais moi j'étais excité comme une puce de savoir qu'un ouvrage sur l'huître allait sortir et surtout d'avoir des regards croisés, quoi. Et que c'était pas voilà, parce que dans cet ouvrage vous allez vraiment vous régaler. C'est pas, je sais pas pour te flatter, hein, c'est vraiment. Donc moi j'ai répondu tout de suite présent, bien sûr, et puis
Je suis intervenu dans l'ouvrage sur la partie plutôt plancton, qualité des eaux, des choses que je connaissais bien. Bon, les huîtres, je connaissais quand même un peu. Hein. Voilà, le métier d'ostréiculteur et de pêcheur. Parce que aussi, on trouve des gestes de pêcheurs aussi à l'intérieur de cet ouvrage. Hein, ceux qui vont cueillir le naissin, cueillir les huîtres pour les apporter. Donc, c'est un geste de la pêche. Donc, comment je suis rentré dans ce livre, comment je l'ai lu en fait. Et au début, quand j'ai lu le livre, on voit l'épaisseur, donc j'ai commencé à lire un paragraphe, un autre, un chapitre, un interview. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, ce livre. Il faut le commencer au début et le finir à la fin. Donc j'ai pris 2 jours, honnêtement, j'ai pris 2 jours. Et je l'ai... Vraiment, je suis même encore ému parce que j'ai rencontré des gens que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, mais la parole était donnée par écrit, quoi. Et c'est vraiment écrit, c'est comme une bande-son, quoi. On lit ça comme une bande-son. Et en plus, comme je connaissais certaines personnes, j'avais l'accent en lisant. C'était la première fois que ça arrivait. Je lisais les mots et j'entendais la personne vraiment. C'était très émouvant, voilà. C'est ça, et je voudrais te remercier pour ça, Catherine, parce que c'est voilà. Et pour moi, c'est un ouvrage, parce qu'il y a eu des ouvrages sur les huîtres, surtout faits en Charente-Maritime, sur l'île de Ré, mais voilà, il manquait plein de choses. Là, il est vraiment complet. On a vraiment besoin. La biologie est dedans. La biologie qui est expliquée, c'est compliqué, la biologie des huîtres, mais elle est très simplement expliquée. Il y a des schémas, on comprend tout, quoi. Ça, c'est... Merci. Merci. Alors, il y a un mystère que je peux vous faire découvrir, que certains n'ont pas vu. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit mais cette huître-là, elle est à l'envers. Normalement, le pied est de l'autre côté. Et il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Moi-même, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé à la maquettiste pour un équilibre plus élégant, disons, que l'huître soit dans ce sens-là. Et en fait, j'ai engagé une discussion avec ce monsieur par mail et je lui ai dit que c'était la première huître gauchère qu'on pouvait retrouver. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est passer des images au fur et à mesure. Donc, celle-ci concerne Pierre, on reviendra là-dessus, mais c'est une image qui représente quoi, alors ? Ah ben là, c'est quand on met ça au microscope, on prend une goutte d'eau, on la met, on voit ça, et ben on dit c'est une pédivéligère. Bon, ça ne vous dit rien, mais c'est une larve, on peut dire qu'elle a 3 semaines, 21 jours, 20, 18, 22 jours, hein, mais autour de 20 jours. Voilà, donc, et on voit le pied qui sort, qui nous indique qu'elle est prête à se fixer, parce qu'une larve d'huître, une huître à la naissance, bon, elle va naître, elle va passer 3 semaines entre 2 os, elle va nager. Et on sait, 48 heures avant, on sait quand elle va se fixer sur le rocher, parce qu'il y a un point noir qui apparaît. On le voit, le point noir. Voilà, ici, le petit point noir. On voit un petit point noir qu'on appelle l'œil. Le biologiste dira « Ah, c'est une larve œillée ». Donc, on sait que dans 24 heures, on va voir le pied qui va sortir. Donc, ce sera une pédivéligère œillée. Et donc, il y a la fixation. Mais c'est très connu ici en Bretagne, ces termes-là, parce que les ostréiculteurs de l'huître plate, en baie de Quiberon, les biologistes, quand ils regardaient vraiment le moment où il fallait mettre les collecteurs, pas trop tôt, pas trop tard non plus, parce que quand la larve se promène et puis qu'on met le collecteur trop tard, eh ben, faut attendre l'année d'après, quoi. Voilà, donc ça, voilà ce que je peux dire. C'est une larve pédivéligère œillée, prête à se fixer sur les rochers. Et c'est une creuse, une larve d'huître creuse. Donc après, on va regarder, ça c'est une photo que j'ai prise à Kervoyal, dans le Morbihan. Ce sont des huîtres sauvages qui sont sur les rochers, vous en avez vu partout. Donc on en voit de plus en plus. C'est donc cette huître qu'on a vue avant dans l'eau de mer, qui était libre et qui s'est fixée sur des rochers. Et les voilà de près. Donc ça c'est des magnifiques huîtres, on fait des pêches comme ça à Kervoyal, à Damgand. Mais ces huîtres-là, elles sont sauvages. Il y a des ramasseurs d'huîtres qui les apportent à des ostréiculteurs de façon à les faire grandir. Et là, donc, on va arriver dans le domaine de Jean-Noël Livon et de Tiphaine, dans la rivière d'Etel, à Listrec. Alors, je vais passer quelques photos, ils vont nous les commenter. Oui, alors, une partie de l'approvisionnement en huîtres que pratique notre entreprise, ce sont des huîtres qui sont pêchées par des pêcheurs à pied, qui ont des licences de pêche, hein, c'est contrôlé. Les quantités d'huîtres à pêcher par marée sont toujours contrôlées et il faut des licences pour pouvoir ramasser des quantités un petit peu plus importantes.
L'autre partie de l'approvisionnement, c'est du naissin qui vient de collecteurs. Vous en verrez tout à l'heure quelques exemples. C'est du naissin qui est capté principalement en Charente. Voilà, on a une habitude avec une entreprise qui est plus un ami qu'autre chose. Ça doit faire dans les 25 ans qu'on travaille ensemble. Pendant longtemps, j'ai été placé moi-même mes collecteurs, mais je me suis rendu compte que le temps que je passais au Marais en Charente, je ne les passais pas au Marais en Bretagne. Je ne pouvais pas tourner mes poches, je ne pouvais pas tout faire. Et puis, voilà, l'argent qu'on mettait dans tout le temps de travail pour aller en Charente, on l'a mis dans l'achat de naissins et on a régulé le cycle de production autrement, en restant plus souvent en Bretagne. Donc là, ce sont des gestes Faut que j'ai... fait pour le reportage de François. Voilà. Expliquer toutes les photos, c'est pas si simple que ça, parce qu'à la vitesse où elles défilent, on part du naissin, on est déjà rendu à semer des huîtres. Là, c'est pour de l'affinage, c'est des huîtres qui sont assez grosses, qui sont semées pour de l'affinage. La photo suivante, c'est des huîtres que l'on drague. Quand en fait je drague les huîtres, au moins 70% de ces huîtres sont prêtes à la consommation et vont être commercialisées dans les 15 jours, 3 semaines. Entre-temps, il s'est passé 3 ans entre la première photo de larve et ces différentes étapes. Il s'est passé 3 ans, il y a eu quelque chose comme une 50aine de manutentions différentes, entre des travaux sur les parcs, des sélections, des tris d'huîtres à terre. Les huîtres, c'est comme les gens, à chaque âge, il y a des grands, des petits, des moyens. Les huîtres, c'est pareil. Et on va sélectionner ces huîtres par taille, parce qu'elles n'arriveront pas à maturité en même temps, ce qui va éviter de travailler des générations complètes, et ce qui nous permet d'avoir des huîtres à la commercialisation sur l'ensemble de l'année. Donc là, une partie du travail se fait aussi au sol. Là, j'étais juste en train de regarder le travail. Alors le sol, c'est encore un autre métier. C'est le premier métier qui existait dans l'ostréiculture. Les anciens, les grands-pères ont travaillé que comme ça. L'élevage en surélevé a été inventé, est arrivé, Henri Adétal en tout cas, vers la fin des années 50, quand les ostréiculteurs se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de ravages sur les parcs et que c'était un poisson qu'on appelle la dorade royale. Le nom usuel chez nous, c'est le besu. Les gens connaissent ça ici. Et ce poisson, quand il arrivait sur les parcs, il faisait des dégâts énormes. C'est des poissons à gueule pavée qui ont, je ne sais plus, 3-4 rangées de dents sur chaque mâchoire, quelque chose comme ça. Et en fait, ils broient la coquille de l'huître et ils mangent la chair. Et l'élevage en surélevé a été inventé pour protéger les huîtres contre les prédateurs. Après, accessoirement, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de survie plus important chez les jeunes huîtres, un taux de croissance plus important. Et du coup, les services fiscaux se sont dit on va surtaxer les parcs en surélevé parce qu'il y a un petit peu plus de rapports. Ça fait pas. C'est pour la petite histoire. Il n'y a jamais rien de perdu. Là, on passe rapidement sur les différents stades qu'on a évoqués tout à l'heure pour obtenir une huître adulte. Alors là, si tu veux un développement, c'est Pierrot, là. Non, mais là, je veux dire que on va passer rapidement, mais c'est pour expliquer que c'est aussi dans le livre. Donc, c'est 3 ans de travail pour obtenir une huître commercialisée, 3 ans de travail de différentes manutentions. Là, on voit justement un tube collecteur sur lequel se sont agglomérées des petites huîtres de naissin. Ça, c'est des collecteurs qui doivent venir du bassin d'Arcachon, par exemple, d'Aquitaine. Là, il y a d'autres méthodes qui sont plus anciennes, qui sont des collectes sur des tuiles Cholet, qui sont aussi dans le bassin d'Arcachon. Ces collecteurs, ça c'est en Normandie, sont mis sur des sortes de tables et puis on fait grandir les huîtres. Et après, je crois qu'on les décroche et on les met dans des poches. Là, c'est en Normandie, donc là, c'est les différents endroits, les différentes façons de cultiver les huîtres. Là, c'est du terrain plat, donc à marée basse, on y va en tracteur. C'est très, très impressionnant.
Les huîtres sont donc dans des poches sur les tables et sont, Jean-Noël Yvon en parlera, manipulées, retournées, déplacées, avec différentes densités suivant la qualité de l'ostréiculture, ce qui justement sera aussi évoqué tout à l'heure. Là, c'est le bassin d'Arcachon, encore une autre façon de présenter les huîtres. Et là, c'est dans l'étang de Thau, en Méditerranée, un ostréiculteur qui a trouvé que n'ayant pas de marée dans l'étang de Thau, son idée, c'est de créer artificiellement une marée. Donc les huîtres sont toujours traditionnellement collées et suspendues sur des cordes immergées. Mais lui, il a inventé un système de poulies réglé par panneau solaire avec un petit moteur. Et artificiellement, il produit des marées. Ce qui fait que ça donne aux huîtres une espèce de résistance et de coquille aussi qui n'est pas toujours sous l'eau, donc elles se forment un pied assez épais, puissant. Des coquilles très très fortes en nacre, très bonnes. Malheureusement, la production de cet endroit-là n'est pas forcément en huîtres naturelles, mais en triploïdes. Donc peut-être quelqu'un va parler des triploïdes. Pierre ? Oui, rapidement, parce que si je dis tout, ils ne vont pas lire ton livre. Hein. Non. Oui, rapidement. Non. Une huître naturelle, c'est ce qu'on appelle une huître diploïde, hein, de 2 chromosomes. Une triploïde, c'est une huître qui a 3 chromosomes. Et une tétraploïde, elle en a 4. Voilà. Et donc, normalement, les huîtres qu'on trouve dans la nature sont diploïdes, 2 chromosomes. Et pour faire court, il faut savoir que pour faire des triploïdes, c'est une technique très ancienne. Hein. Les Japonais faisaient ça il y a 30 ans déjà, 25-30 ans, ils faisaient déjà des triploïdes avec de la caféine. C'est-à-dire qu'au moment où le spermatozoïde rentrait dans l'ovocyte, ils mettaient de la caféine dans l'eau et ça bloquait un chromosome et ça faisait des triploïdes. C'est fait en laboratoire. Alors en France, on a fait la même chose, bien sûr. Certains ont fait la même chose en utilisant la technique choc thermique qui était utilisée pour les truites. Vous savez que les truites sont souvent d'élevage, sont des triploïdes, donc ils ont copié sur la technique. Donc c'était un choc thermique au départ, et après c'était avec de l'eau oxygénée, je crois, que l'on mettait dans. Voilà, donc c'était mécanique, peut-être chimique. Un peu. Et aujourd'hui, ces triploïdes sont faits de façon biologique. C'est-à-dire qu'on prend une diploïde, une huître femelle diploïde dans la nature, par exemple. Ensuite, on va chercher dans le magasin d'Ifremer une huître qui est tétraploïde, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir ça en liberté. Hein. Les tétraploïdes, c'est très dangereux. Hein. C'est des bombes à retardement, les tétraploïdes. Ensuite, on va croiser. Donc, les ovocytes diploïdes naturels avec des spermatozoïdes tétraploïdes, 4 chromosomes, et à partir de là, on aura une trie. 2, 4, 3. Bon, pour faire court. Hein. Donc, cette technique, elle est faite. Et donc, le danger, là, vite fait, puisqu'on est là-dessus, c'est imaginer qu'il y aurait une erreur de manipulation et qu'on sorte un jour, je ne sais pas, des 100 000, c'est pas beaucoup, 100 000 pour une écloserie, 8 tétraploïdes qu'on élève ensuite et qu'on met dans la nature, et ben ces 100 000 huîtres peuvent stériliser tout le littoral, quoi. Stériliser, parce qu'une triploïde, c'est stérile. Hein, elle peut pas, normalement, elle fait plus de gamètes mâles, elle fait plus de gamètes femelles. Voilà, quoique, voilà. Voilà, j'étais court, hein. Oui, c'est parfait, je pense que c'est clair. Et donc ces manipulations d'huîtres et cet élevage d'huîtres se fait dans des écloseries avec toute une partie qui consiste à faire proliférer du plancton, des différentes races, nourrir les huîtres dans des bacs, comme ça, les faire... ça, c'est des mères qui sont là pour la future reproduction. Alors, il y a des petites écloseries et il y a des grandes écloseries. Ça, c'est à Oléron, je pense qu'il se trouve, Marissal. Non, l'île de Ré. L'île de Ré. Et donc, voilà, c'est phénoménal. Parce qu'il faut savoir que les écloseries, justement, vendent des millions de petites huîtres à taille de naissain,
qui sont envoyés dans des petits bacs en clé Gessel. Là, on en achète 2 millions, 3 millions. Après, on les met dans des poches de différentes tailles, on les fait grandir. Et là, voilà, donc par exemple, là, je crois, je l'avais trouvé dans le livre tout à l'heure, je l'ai perdu. Je crois que ça fait l'équivalent de 5 millions d'huîtres dans cette petite quantité. Alors là, ça donne par exemple des choses absolument démentes. Ça, c'est une photo d'un élevage d'huîtres en Chine. Quelque chose qui est absolument invraisemblable. Donc, vous savez, les Chinois, ils ont beaucoup de gens à nourrir, mais ils ont aussi des techniques d'agriculture et de culture qui sont certainement pas très orthodoxes, si on peut dire, pour des Chinois. Et ces Chinois commercialisent et même sont allés jusqu'à copier certaines huîtres élevées en France, que l'on connaît sous le nom de Gilardo, qui sont des huîtres triploïdes, l'ostréiculteur ne s'en cache pas, qui sont considérées comme la Rolls de l'huître. C'est des huîtres très luxueuses qui coûtent cher, qui ont été justement copiées et vendues comme des productions locales chinoises, mais comme des huîtres importées. Et pour réagir, Gilardo tatoue ses huîtres avec un laser, avec la lettre G. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui à cette espèce de production absolument incontrôlable, qui est difficilement contrôlée. Et la question qui se pose aujourd'hui, on va en parler, c'est l'action d'ostréiculteurs comme Jean-Noël Yvon, qui est là au Sénat dans un débat qui a eu lieu avec Joël Labbé, qui est le sénateur du Morbihan, qui s'est engagé dans la campagne pour faire reconnaître par un étiquetage ou un label à venir, faire la différence entre les huîtres qui sont naturelles, nées en mer, traditionnelles, élevées selon des méthodes traditionnelles, et les huîtres des closeries triploïdes. Donc là, il y a des régions, vous trouverez tous ces genres d'informations dans le livre, qui sont les différentes façons de lieux de production. Ça, c'est le logo que les ostréiculteurs traditionnels, qui est une association dont on parlera Jean-Noël, sont sur les bourris, justement, pour montrer leur travail, qui est un travail d'artisan, qu'il faut mettre en avant à la fois sur le respect de leur travail et sur les qualités nutritionnelles et de santé que représentent ces huîtres. C'est comme une garantie, un label. Mais il n'existe pas de bio en traditionnel, en huîtres, puisque la définition du bio, c'est qu'il faut pouvoir montrer d'où viennent les parents dans les semences ou dans la biologie animale. Or là, les huîtres naturelles en mer, elles sont de parents inconnus, donc il n'y a pas de certification bio possible, alors qu'elles sont bonnes. Donc là, c'est ça. Le livre finit par 6 rencontres avec des chefs, des grands chefs. Ça fait partie aussi de mes préoccupations, le goût et la dégustation. Là, c'est une assiette de Pierre Gagnère. Là, une assiette de Jean-Marie Baudic de Saint-Brieuc. Et j'ai appris tout à l'heure que son restaurant a brûlé dimanche après-midi. Il a tout perdu. Et ça, c'est un ostréiculteur de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, Alexandre Gauthier. Voilà. Donc, l'idée, c'est de parler un petit peu de cette différence entre les ostréiculteurs qui sont devenus des exploitants, comme il y a eu des exploitants agricoles, des exploitants ostréicoles, avec l'idée d'un profit et d'un développement qu'a permis l'élevage des huîtres triploïdes en 2 ans au lieu de 3 ans. Étant stériles, elles sont vendues pendant tout l'été, ce qui fait que sur les côtes, en Arcachon, etc., il y a des bars à huîtres et des gens dégustent des huîtres tout l'été, sans arrêt. C'est devenu aussi possible. Maintenant, les gens sont habitués à consommer les huîtres de façon différente, et c'est un produit comme les légumes sont saisonniers, les huîtres sont saisonnières, mais elles ont leurs qualités gustatives et nutritionnelles qui sont différentes suivant les périodes. Certains n'aiment pas les huîtres laiteuses, ça se comprend, mais les huîtres un peu grasses, ça peut être une façon de les apprécier. On peut aussi l'été acheter des huîtres un peu grasses et les faire griller. C'est une façon très belle de savoir que la nature, elle vous donne des choses et qu'on doit aussi pouvoir en profiter sans tuer les huîtres qui reproduisent l'été, mais si elles sont en poche, elles sont faites pour être dégustées. Donc c'est toute une façon de concevoir l'alimentation durable, la culture durable, l'ostréiculture durable, qui est transmise par des ostréiculteurs comme Jean-Noël Yvon et Tiphaine. C'est pour ça que j'ai choisi aussi
qui soit présent pour montrer qu'un projet comme ce livre, c'est un projet de découverte. La réalité de l'huître, elle est là. On ne connaît pas le marché, on ne connaît pas les façons dont elles sont produites. Vous êtes dans une région où vous êtes certainement en rapport en marché, par exemple, à discuter avec un producteur qui vient vendre ses huîtres. On en parle beaucoup plus dans la presse, mais c'est un sujet qui est très préoccupant et qui est emblématique de tout ce qui se passe dans les avancées technologiques à but lucratif et pas forcément à but excellent de santé et excellent avenir pour le milieu. Donc c'est un sujet qui m'a vraiment tenu à cœur et c'est pour ça que j'ai fait ce livre en rencontrant à la fois des intervenants du côté artisan respectueux de la nature et d'autres qui font vraiment de façon délibérée un produit, une production, un enrichissement, une fierté d'être le plus gros producteur, le plus gros exportateur. Et c'est à vous de décider sur la façon dont vous mangez les huîtres. Donc il y a sûrement des questions. Moi, je me pose des questions depuis des années à propos de ces huîtres-là, parce que souvent, lorsqu'on parle d'OGM, on est déjà réticent. Organismes génétiquement modifiés. Là, on a des organismes chromosomiquement modifiés. On rajoute directement un paquet. Alors, je me dis, est-ce que ça peut créer des problèmes un jour ? Et est-ce que, par hasard, ça ne pourrait pas entraîner une défense ou une baisse de l'immunité chez les huîtres qui ensuite vont être malades? Je ne sais pas. C'est le cas actuellement, je crois. Alors, les huîtres triploïdes sont des OVM, organismes vivants modifiés. Je ne sais pas, moi j'ai toujours été féru de tout ce qui était naturel, donc de toucher à ces choses-là, ça m'effraie, ça m'affole un petit peu. Que cette reproduction soit démultipliée dans les écloseries m'effraie encore plus. Déjà à la base, les écloseries qui se sont construites, si vous prenez les 7 ou 8 plus grosses écloseries qui existent en France, elles ont la capacité pour remplacer 1200, 1300 petites entreprises qui produisaient du naissain au sud de la Loire. Déjà là, quelque part, on se pose des questions. Ces écloseries maintenant représentent à peu près la moitié du cheptel d'huîtres qui est élevé en France. Et la reproduction se fait à partir de quelques individus. C'est-à-dire que dans le milieu naturel, je vais vous donner des chiffres qui ne seront peut-être pas exacts, là Pierrot pourra me corriger, mais dans le milieu naturel, il faut des milliers d'huîtres pour faire des millions de larves. Et en écloserie, il faut juste quelques dizaines d'huîtres, quoi. Et il y a des sélections de familles qui sont conservées sur des périodes plus ou moins longues, des huîtres qui sont sélectionnées pour une croissance plus rapide, peut-être au détriment de la résistance aux maladies, j'en sais rien. Moi, j'ai toujours eu peur de ça. Je n'ai jamais voulu ce genre de choses. Donc déjà, à la base, des huîtres d'écloserie, j'en voulais pas. Alors les huîtres triploïdes manipulées, a fortiori, non, sûrement pas. D'un point de vue sociologique, je vous ai parlé de ces écloseries où des grosses structures remplacent 1200, 1300 petites entreprises. On va avoir surtout 1200, 1300 petites entreprises qui vont être éparpillées sur le littoral, qui vont être des sentinelles de la qualité de l'eau, qui vont pouvoir, pour pouvoir exister, il faut s'occuper de la qualité de l'eau. On est dans cette obligation-là. Moi, je suis de l'Ariade-Etel il y a quelques années, un petit peu sous l'inspiration d'idées de Pierrot d'ailleurs. On a bâti tout un projet autour du bassin versant littoral de l'Ariade-Etel pour préserver la qualité de l'eau, pour pouvoir continuer, non pas à élever les huîtres, mais à pouvoir les commercialiser. Les élever, ce sera toujours possible, hein, mais les commercialiser, c'est autre chose. Et donc, on a besoin de tout ce tissu de petites entreprises sur tout le littoral. On arrive à copier avec 25 ans de retard les schémas de l'agriculture. Vous voyez des agriculteurs de la FNSEA, par exemple, sans vouloir citer de nom, je vais en citer un quand même, et vous faites la comparaison avec les agriculteurs de la Confédération paysanne, et on a deux philosophies sur la manière de produire.
la manière de commercialiser qui sont complètement différentes. Et je pense que dans l'ostréiculture, on arrive à ce même souci actuellement. L'appauvrissement génétique de l'huître, moi j'ai un certain nombre de craintes quant à la sélection qui est faite dans les écloseries et une grosse reproduction à partir de très peu d'individus. Dans le milieu naturel, une huître va pouvoir pondre beaucoup de larves, enfin d'ovocytes, de spermatozoïdes. La reproduction va être aléatoire en fonction des conditions climatiques. Sur un collecteur témoin, une année on peut trouver 1000 naissins, mais une autre année rien. Donc la reproduction va être fiable en fonction des conditions climatiques, en fonction de la température de l'eau, de l'hydrologie, des apports en eau douce et en sels minéraux qu'il y aura pu avoir sur le bassin reproducteur. Et tout ça fait que beaucoup d'individus font très peu de naissins, c'est-à-dire que seuls les plus forts survivent. Il y a une sélection naturelle et le reste rentre dans le cycle naturel de la vie. C'est du zooplancton qui sert de nourriture au restant de la chaîne alimentaire. Et j'aime autant, moi, me baser sur cette sélection naturelle que sur une sélection qui aurait été générée dans un laboratoire. À mon avis, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je ne suis pas un grand spécialiste en biologie, je ne peux pas développer beaucoup plus ces idées-là. Moi, j'avance avec mes convictions. Oui, ce qu'on a dit, on a parlé des écloseries avec des triploïdes, mais les écloseries fournissent aussi en huîtres diploïdes normales des ostréiculteurs qui veulent se préserver de toutes les étapes du naissin, du décrochage de naissin, etc. Donc ils les mettent directement dans les poches. C'est très facile, on commande, on paye et on a ces huîtres. Donc là, la diversité, elle est carrément dans les huîtres naturelles qui vont pondre après et puis se remettre dans le milieu. Elles ne sont pas stériles, celles-là sont des huîtres qui sont mêlées avec d'autres. Et donc la qualité du travail de Jean-Noël Yvon a été reconnue par un mouvement qui s'appelle Slow Food, qui est vigilant sur les origines des produits, des terroirs et le respect justement durable de la production. Et leur huître est une huître sentinelle. C'est pas par hasard qu'une huître peut être sentinelle. Et je pense que Pierre va pouvoir nous en parler. Le plancton, qui est son sujet d'étude, est aussi un sujet préoccupant pour l'état de la mer et l'état du devenir de la planète en général. Donc l'huître naturelle, produite naturellement telle qu'elle est là, est la sentinelle de tout ce qui peut arriver au milieu dans les années à venir, avec des glissements de conduite, comme on voit maintenant les mouvements des gens commencent à se dresser contre les pesticides et tout ce qui est fait par les grands semenciers. Le prochain sujet sur lequel je suis en train de travailler, ce sont les semences en question, avec la même enquête que je mène. Et là, on est dans un scandale sanitaire que tout le monde reconnaît. Il y a des manifestations contre les pesticides. J'ai même appris alors quelque chose qui est tout à fait étonnant, c'est que dans le Bordelais, des viticulteurs qui travaillent de façon naturelle bio se sont fait racheter leur production par des viticulteurs, même des châteaux connus, qui travaillent avec des pesticides, parce qu'en mélangeant les quantités de bio, on arrive à faire baisser le taux et avoir une meilleure reconnaissance. Voilà. Donc Pierre va parler de ce qu'est la nature et de ce qu'est le plancton. Oui, juste pour apporter un éclairage, il faut savoir qu'une huître creuse, quand elle se met à pondre, elle pond 50 millions d'ovules à peu près. 50 millions. On ne peut pas appeler des œufs, parce que les œufs, c'est après, que c'est le stade d'après. Donc 50 millions d'ovules. Mais le mâle, lui, il produit des centaines de millions de spermatozoïdes. Et dans la nature, pour que le spermatozoïde rencontre l'ovule, il faut une chance incroyable, c'est très compliqué. Et puis, donc, on voit bien, il y a beaucoup de larves qui n'arriveront pas même à la métamorphose. Ils n'y arriveront même pas. Ils n'auront pas rencontré un spermatozoïde. Puis il y aura ceux qui auront rencontré un spermatozoïde. Ben oui. Bon, là, il y aura une fécondation et une vie larvaire. Et puis, comme
toute la vie. Quand une huître produit 50 millions d'ovules, c'est qu'à sec, il n'y en a pas beaucoup qui vont survivre, quoi. Il y en a très peu qui vont survivre. Donc il y en a beaucoup qui vont mourir de jeunesse ou voilà, auront une courte vie. Oui, mais déjà naturellement, il y a des larves qui vont mourir tout doucement, et puis il y a les plus fortes, des larves qui ont été, voilà, qui vont survivre, ce petit pourcent qui va se fixer et qui va faire une huître. Donc c'est pour ça que ces huîtres-là sont très rustiques, vraiment, on ne peut pas faire mieux quoi, que cette sélection-là. En décloserie, quand vous prenez une huître mâle et une huître femelle, vous faites de la fécondation. Les conditions sont complètement artificielles, il n'y a pas de prédateurs. Donc on arrive à faire survivre, à emmener jusqu'à la métamorphose des huîtres qui normalement dans la nature seraient mortes. Avec des antibiotiques ? Oui, alors en mettant des antibiotiques. Alors il y en a qui disent non, je ne mets pas d'antibiotiques avec les larves. Oui, mais je les mets dans le phyto. Oui, je les mets dans le phyto. Ah bah oui, mais si tu mets les antibiotiques dans le phyto et après que tu les donnes à manger aux larves, c'est voilà. Alors, on ne nous la fait pas. Alors voilà, donc c'est ça que je veux dire, c'est que dans la nature, celles qui survivent sont vraiment les meilleures et les plus résistantes et les plus rustiques, hein, qui sont faciles ensuite à élever. En écloserie, on va faire des animaux qui seront sûrement de très bonne résistance, mais beaucoup d'huîtres qui normalement auraient dû disparaître. Et ces huîtres disparaissent bien sûr 1 mois, 2 mois. Combien de fois j'ai entendu dire des gens à l'époque, avant que ça meure comme aujourd'hui, on me disait oh, j'ai 10, 20, 30% qui meurent. J'ai dit oui, ces 30%-là, normalement, elles auraient dû mourir dans la nature. Meurt chez toi, parce que l'autre, il les a fait survivre, les 30%. Parce que ce qui intéresse une écloserie, c'est de vendre du naissin, quoi. C'est de vendre du naissin. Donc plus il en fait, plus il gagne. Après, bon, souvent j'ai entendu des écloseurs dire ah bah oui, mais c'est parce que tu travailles mal hein, que tu as eu 30% de mortalité. Je dis non, 30%, elles auraient dû mourir, normalement. Mais toi, tu les as fait survivre à coup de produits ou de choses comme ça. Ensuite, il faut savoir que dans la nature, une huître, une larve, il va falloir qu'elle se débrouille, qu'elle se nourrisse de phytoplancton, de plancton végétal, et donc de petite taille, parce que la bouche d'une huître, c'est à peine 20 microns, 10, 15, 20 microns, c'est tout petit. Donc elle ne peut manger que du phytoplancton qui fait 2, 3 microns, 5 microns grand maximum. Et au fur et à mesure que l'huître va se grossir, elle mangera des planctons qui feront 10, 20, 30, jusqu'à 50 microns de taille. Parce qu'au fur et à mesure que l'huître va grandir, la bouche s'agrandit et elle peut capturer. Et donc ça, c'est formidable parce qu'elle va se nourrir d'une diversité incroyable de phytoplancton. Parce que dans la mer, il y a beaucoup de phytoplancton. On a vu une photo tout à l'heure, on a vu des couleurs orangées, vertes. Hein, il y a des chrysophycées, il y a des chlorophycées, il y a des diatomées. Bref, on a dans la mer, on a toutes ces espèces. En écloserie, on n'en a sélectionné qu'une dizaine à peu près. On ne peut pas se permettre d'avoir la multitude de phytoplancton qu'il y a dans la mer. Donc au niveau nutritionnel de la larve, il n'y a pas mieux que dans le milieu naturel. Hein, et puis ça se mérite. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une qualité des eaux, tu en parlais. Je veux dire, quand l'huître, dans le milieu naturel, vit bien, elle soit fécondée, elle se métamorphose et elle se fait. Quand tout va bien pour l'huître, tout va bien pour l'ostréiculture, quoi. C'est une garantie. Et le mot sentinelle, c'est une sentinelle de la qualité des eaux. Là, on voit d'ailleurs dans les ballons de culture hein, différentes couleurs. Donc il y a trois couleurs, il y a des diatomées, des chlorophycées, des chrysophycées. Donc voilà, donc pourquoi on cultive ces 3 espèces-là, c'est parce qu'elles sont faciles à cultiver, d'autres sont plus délicates. Voilà, donc ce qui est important, c'est quand on est ostréiculteur, c'est de connaître son métier, ça, il n'y a aucun problème, mais aussi la qualité des eaux, quoi. Travailler en amont pour éviter justement une dégradation de la qualité des eaux, hein, nitrate, phosphate, en excès, pesticides, voilà, donc, voilà, parce que ça va avoir un impact, ces sels minéraux. Alors, on parle tout de suite des algues vertes. Quand on dit « ouais, c'est des algues vertes, c'est nitrate, phosphate », oui, c'est ce qui est visible. Mais le phytoplancton, c'est une microalgue. Et elle, c'est pareil, elle sublie ces apports de nitrate et de phosphate en excès, et ces pesticides maintenant. Et elle, ces microalgues, elles sont très, très fragiles, justement. Et il faut des traces infinitésimales de pesticides pour voir certaines espèces disparaître, comme les diatomées.
Et les diatomées, c'est important parce que c'est d'abord riche en protéines, c'est riche en vitamines, c'est riche en oméga 3, hein, donc, et c'est même bon pour nous, hein, vous voyez. Dans les diatomées, on trouve ça. On trouve aussi des espèces comme Skeletonnema costatum, je sors un peu ma science de temps en temps, qui produisent naturellement des médicaments. Donc c'est intéressant parce que le milieu sait se défendre. Quand il y a des bactéries pathogènes qui se développent, le milieu a produit aussi des microalgues qui sont capables de bloquer les bactéries pathogènes qui transmettent des maladies, et ainsi de suite. Voilà. Donc à chaque fois qu'on touche au phytoplancton, à sa qualité, on touche à l'alimentaire, mais on touche aussi aux médicaments dits naturels. Un peu comme nous, quoi. On a besoin de manger des plantes qui sont riches en ceci, riches en cela, pour se prémunir des maladies. Ça va ? Très bien. Est-ce que pourrait dire, peut-être Jean-Noël Yvon, c'est la lueur d'espoir qu'il peut y avoir avec la réapparition des huîtres plates? Parce que monsieur tout à l'heure me disait qu'il en trouvait maintenant sur les rochers ici. Donc ça c'est intéressant aussi pour l'avenir. Ça montre que la nature elle a sa résistance et ses possibilités de rebondir. Bon, il y a une population qui ici est en moyenne assez âgée, donc vous avez tous connu des périodes avec beaucoup d'huîtres plates. Quant à moi, je suis déjà en retraite aussi, vous inquiétez pas. Donc c'est vendu pareil. Les jeunes, maintenant, n'ont pas connu d'huîtres plates. Pas beaucoup, tout simplement parce qu'il y a deux maladies qui les ont attaqués dans les années 72, 74, 76. Et là où en 1970, il y avait à peu près 20 000 tonnes d'huîtres plates de produites en Bretagne, l'année dernière, on était en dessous de 800 tonnes. Et bon, voilà, on a eu quelques conditions climatiques qui ont fait que la reproduction d'huîtres plates a été très faible ces 3-4 dernières années. Pendant 30 ans, la production moyenne en Bretagne était de 2000 tonnes, soit 10 fois moins. Ces maladies étaient présentes un petit peu partout, attaquaient les huîtres, soit à l'âge entre 18 mois et 2 ans. Il faut entre 3 ans et 4 ans pour faire une plate, normalement, hein, dans nos secteurs. Et parallèlement aux périodes de mortalité d'huîtres creuses, depuis 2008, du naissin, là, sur notre secteur, en Ria d'Etel en tout cas, on a constaté qu'il y avait des quantités importantes de naissins de 18 mois, mais aussi d'huîtres de 3 ans, donc d'huîtres qui avaient passé le stade des mortalités. On a demandé à Ifremer de faire des analyses sur des huîtres à différents moments de l'année et à différents âges pour voir si les maladies étaient toujours présentes ou pas. Il s'est avéré que la maladie était moins présente sur le secteur. On a donc constaté qu'on avait un taux de survie qui était multiplié par 5 ou par 10. Enfin, quand on part de 0 quelque chose, en multipliant par 5 par 10, ça fait toujours pas grand-chose. Il faut beaucoup d'années pour renouveler un stock. Et sur la Ria d'Etel, ça a été une manœuvre collective organisée par le syndicat ostréicole pour ressemer des supports qui vont pouvoir récupérer du naissin dans les chenaux. Alors il faut savoir que dans les chenaux de la Ria d'Etel, il y a un petit peu plus de 30 hectares de bancs naturels, qu'on appelle les bancs amodiers, hein, qui sont des réserves. C'était les anciennes réserves d'huîtres plates à partir desquelles les grands-pères ont pu démarrer l'ostréiculture il y a un peu plus d'1 siècle. Et voilà, alors on est tombé sur des années où les périodes climatiques ne permettaient pas beaucoup de reproduction. L'été dernier a été plus favorable. On ne se donne pas d'objectif, hein, c'est la nature qui va répondre. On essaye juste de présenter un support propre au moment de la fixation. Une larve d'huître, quand elle va se fixer, c'est franchement tout petit. Et si le support qui va servir de collecteur a accumulé simplement de la vase, l'effet du courant, l'effet du clapot, des vagues, en lavant la vase, va aussi enlever les larves qui se sont fixées. Donc il faut avoir des supports propres au moment de la fixation. Et puis ben voilà, 2 ans, 3 ans pour que les huîtres puissent arriver en période de reproduction. Un
nombre d'années suffisant pour avoir des mâles et des femelles. Et puis, on va attendre 5, 6, 7, 8, 10, 12 ans s'il le faut. Mais on constate effectivement qu'il y a un taux de survie qui est beaucoup plus intéressant. Donc là, pour l'instant, les productions sont encore, on va dire, minimalistes. Mais on est quelques-uns, forcément parmi les plus anciens ostréiculteurs de l'Aria d'Etel, à y croire vraiment. Ce que je peux oui, on va poser des questions. Ce que je peux rajouter là, au vu de cette assiette, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler avec des cuisiniers et qu'il y a une reconnaissance maintenant dans certains restaurants, à Paris notamment, sur la qualité du travail des ostréiculteurs. On a parlé des légumes d'autrefois, des saisons, etc. Et vraiment, l'ostréiculture artisanale, telle que je la conçois pour le travail de Jean-Noël Yvon, c'est certainement aussi un avenir de reconnaissance, de qualité du travail qui ne se mélange pas avec les huîtres qu'on peut trouver en supermarché, sur le marché, chez le poissonnier. Il y a quand même quelque chose de tout à fait intéressant à mettre en avant de ce côté-là. Oui, Monsieur Thieffin. Donc, Monsieur Yvon, je vous remercie pour le travail que vous faites, mais tout le monde n'étant pas retraité, j'aimerais connaître l'avis de Madame de Thieffin, plus exactement, sur l'avenir, son avenir. Comment voyez-vous votre avenir dans la profession? Alors moi, je suis pas du tout vieille dans l'ostréiculture. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai pas du tout commencé par ça et je suis pas née là-dedans. On va dire que je la découvre depuis 4 ans et ça tombe bien que vous me parliez de ça. Je viens de finir une formation où avec moi on était 17 et en majorité des jeunes, puisqu'on n'était que 3 vieilles à faire partie de cette formation, pour me dire que dans les métiers de la mer, dans l'aquaculture, dans les coquillages, il y a de l'avenir en fait, même dans notre façon de produire les huîtres. On a rencontré dans cette formation des gens qui étaient issus de milieux d'écloserie ou de triploïdes, mais aussi on a pu discuter, puisqu'on n'est pas là pour se taper dessus. L'argument premier qu'ils avaient, c'est comment faites-vous pour avoir une entreprise rentable avec cette façon de produire des huîtres. C'est vrai que c'est un travail qui est gourmand en main-d'œuvre, mais ça demande de laisser le temps au temps, simplement. On n'a pas la même demande que les autres ostréiculteurs qui font un peu de l'industriel et qui veulent avoir le résultat tout de suite en 2 ans, 3 maximum. Nous, ça peut mettre 3-4 ans. Mais vraiment, on a une entreprise à taille humaine. On regarde les huîtres grandir. Nous, ce qu'on fait, c'est simplement les mettre dans les meilleures conditions pour pousser. Et c'est magique de voir ça se faire tout seul, sans intervention chimique ou autre. Et puis franchement, quand je vois une huître toute, pas forcément bien formée ou peut-être un peu bosselée, je la trouve plus intéressante qu'une huître totalement uniforme, que j'appellerais la poupée Barbie de l'huître, parce qu'après tout, l'humain est divers et l'huître, elle a le droit de l'être aussi. Et ça marche, c'est de la même façon pour les goûts. Maintenant, on mange des fraises en hiver, mais je vois pas pourquoi on accepterait de manger des huîtres absolument toute l'année. Il y a des gens qui les préfèrent à certaines saisons, d'autres qui les préfèrent à d'autres. Tout est possible en fait avec une huître traditionnelle si on accepte de rentrer dans le jeu, de ne pas avoir tout le temps le même modèle ou le même goût. Voilà. Mais c'est vrai que les grands cuistots préfèrent souvent l'huître triploïde ou d'écloserie parce qu'elle a la forme dont ils ont besoin pour faire tel plat, la même carte toute l'année. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça empêche aussi l'imagination de travailler. Parce que toutes les huîtres se travaillent à n'importe quel moment de l'année. Même laiteuses, comme disait Catherine, on peut les cuisiner différemment. Même les très très grosses huîtres qui font envie à personne, on peut les faire au barbecue, on peut les manger en fondu. Enfin, il y a des tas de façons de travailler l'huître à tous les âges et à tous les stades. Donc, il y a de l'avenir dans ce métier. Il faut juste avoir envie de crocher dedans. Merci. Je peux juste vous dire une petite chose. Il y a quelques années de ça, avant les mortalités de naissance en 2008, le prix de négoce des huîtres était très bas, très proche des coûts de revient. Et malheureusement, quelle que soit la pensée des ostréiculteurs, on était tous obligés de produire un petit peu pareil, même si ça n'était pas du tout du naissin d'écloserie. Depuis les mortalités, les prix ayant un petit peu augmenté, on a pu
travailler sur les densités. Donc en fait, j'ai divisé globalement par 2 les densités d'huîtres sur les parcs. Et en divisant la densité par 2, le prix a augmenté. De 1 personne à plein temps dans l'entreprise, on est passé à 3 à plein temps dans l'entreprise. Donc c'est durable, c'est solidaire et ça fait vivre le territoire. Je ne veux pas monopoliser, hein. J'ai 3 questions. J'ai une pour Jean-Noël et j'en ai 2 pour Pierrot. Tu as choisi la culture au sol ou plutôt en poche? Et pourquoi? Alors, en poche, on a parlé tout à l'heure un petit peu des prédateurs. Ben voilà, hein, en poche, on va avoir une meilleure croissance, on va éviter les prédateurs. Donc les huîtres les plus jeunes, qui ont les coquilles les plus fragiles, on va en sauver un plus grand nombre. Le travail au sol, c'est un travail traditionnel qui va être un petit peu moins gourmand en main-d'œuvre. Il va prendre moins de temps. Il faut surveiller la nature. Un terrain au sol ne va jamais rester plat. À partir du moment où il y a du courant, il y a des vagues, il y a du clapot, le terrain va sillonner. Alors vous imaginez un sillon, les huîtres ne vont jamais rester dans les pentes. Elles vont venir dans le trou. Et au coup de vent suivant, il y a du sable qui va venir par-dessus. Là, on risque d'avoir soit un étouffement de l'huître, soit une altération de la coquille. Donc là, on va juste travailler les sols avec une herse. La herse va griffer le sol. Sur la herse, il y a un plan incliné en ferraille qui va générer une dépression de courant dans le sens inverse de la marche. La dépression de courant va mettre en suspension dans l'eau les huîtres, la vase, la végétation, le sable. Le plus lourd se redépose, le plus léger part au courant. On a en fait remis dans l'eau aussi des sels minéraux qui vont permettre le renouvellement du plancton. On a oxygéné le terrain et les huîtres peuvent continuer à grandir. Bon, on a un petit peu plus de pertes. C'est les prédateurs. Faut que tout le monde vive dans la nature. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais sur le secteur où on travaille, ça nous permet d'avoir une coquille un petit peu plus dure et une huître qui va être un petit peu plus charnue qu'en poche. Alors l'ostriculture, telle que je la pratique, elle est adaptée à mes parcs. On est dans la partie amont de l'Aria d'Etel. Quelqu'un qui va travailler dans la partie aval de l'Aria d'Etel va travailler différemment parce que la géographie est différente. Donc les exigences de la nature vont pas être les mêmes. Quelqu'un qui va travailler en Charente va travailler autrement. L'ostriculture est totalement différente dans chaque lieu géographique. Ça s'apprend pas beaucoup à l'école, donc on l'apprend sur le terrain. Il faut des années de pratique pour s'adapter à ce que l'on fait. À partir du moment où on a eu un peu moins d'huîtres à partir de 2008, j'ai juste simplement fouillé dans ma mémoire pour essayer de me rappeler comment faisaient les anciens, ce que j'ai appris au tout début de ma carrière, et puis c'est ça que j'essaye d'appliquer tout simplement. Je vais très souvent dans l'Anse de Plouranel, l'Anse du Pau, là, je discute avec les ostriculteurs, et très souvent, ils m'ouvrent leur poche, et ils disent, il y a 90-95% de mortalité. Tu connais ça, toi aussi? Alors, 90-95% de mortalité, c'est ce que j'avais au tout début, 2008, 2009, 2010, avec le naissin, y compris le naissin issu de captage naturel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé l'approvisionnement à partir d'huîtres provenant de pêche à pied. L'intérêt de la pêche à pied, c'est quoi? C'est que c'est pêché sur des bancs naturels dans des zones où il n'y a pas eu d'ostriculture. Il n'y a pas eu d'ostriculture, donc il n'y avait pas, ou moins, d'herpès virus. Et à partir de ces huîtres-là, j'ai commencé à ne plus avoir de mortalité. Donc, les huîtres, effectivement, sont aussi un peu plus âgées. Les mortalités étaient plus en essaim. Si j'ai recommencé à racheter les années passées du naissin en Charente, c'est parce qu'on a constaté que l'huître, petit à petit, s'est un peu adaptée. Et on a vu 2 années consécutives avec moins de mortalité. Je relativise. Moins de mortalité, ça veut dire 50% en moyenne. C'est quand même assez important. Et uniquement sur les naissins. Par contre, tel que l'on travaille, en laissant beaucoup d'espace aux huîtres, en écartant toutes les rangées de table, en mettant très peu de densité au sol,
Une fois que la période de mortalité de naissin, alors elles ont entre 8 et 10 mois, on va dire, une fois que cette période est passée, pour moi c'est terminé. En 18 mois, je vois plus une coque, je vois plus de... Voilà. Il y a une chose qui m'a toujours épaté. Pierrot m'a appris à essayer de regarder, de lire et de comprendre ce qui s'est passé ailleurs, avant, autrement. Il y a une chose qui m'a toujours surpris, c'est qu'il n'existe pas une seule étude parlant de la quantité d'huîtres qu'on peut élever par rapport à une surface et par rapport à une biomasse. Ça n'existe pas. Donc les ostréiculteurs ne peuvent avancer que de manière empirique. Et il faut savoir se limiter. La manière empirique dans le monde économique dans lequel on vit, c'est de chercher toujours à aller plus loin. Mais quand on va aller plus loin, on va trop loin, forcément. J'essaye de toujours rester en dessous, c'est tout. Merci Jean-Noël. Pierrot, on avait parlé une fois, là, pour commémorer ça, tu m'avais parlé donc des Japonais qui renouvelaient les géniteurs tous les 4-5 ans, je crois. Et tu m'avais parlé aussi une fois des problèmes sanitaires que rencontraient les grosses usines de fabrication d'huîtres. Ça te dit rien, ça? Si, mais je vais continuer ce qu'il vient de dire. Jean-Noël, moi, je me suis intéressé à la mortalité des coquillages en règle générale. Toujours. Parce que bon, c'est la biologie. Et je vais raconter un exemple. Au Glénan, par exemple, il y a un coquillage qui s'appelle les palourdes roses. Bon, là, on dit la palourde rose des Glénans. Bon, elle est là, elle n'est pas cultivée, elle est pêchée. Il y a des périodes de pêche, des périodes de fermeture. Et puis, depuis quelques années, il y a eu des mortalités naturelles de ces palourdes roses. Alors, on s'est un peu demandé pourquoi. C'est pas des palourdes d'écloserie, c'est pas des palourdes... Bon, c'est des palourdes naturelles. Donc, il y a un chercheur, Patrick Le Chevalier, qui pendant plusieurs années, avec nous, au Saint-Pamas de Becmeil, au labo, là, on a étudié ensemble pourquoi ces palourdes roses mouraient. Eh ben, je ne vais pas expliquer tout le protocole, mais il y a eu tout un protocole, des densités différentes, etc. On a essayé avec des températures différentes. Bref, en fait, à chaque fois que la densité dans nos bacs augmentait, la densité de palourdes roses, pouf, il y avait un pathogène qui se développait. Alors, il l'avait repéré, il l'avait isolé déjà, cette bactérie pathogène, il l'avait bien isolée, il la connaissait. Et à chaque fois qu'on voyait une mortalité, il les ouvrait, il regardait, il y a des millions de pathogènes, de bactéries pathogènes qui s'est développées. En gros, la nature a bien fait les choses. À chaque fois qu'on concentre le nombre de palourdes, là c'est naturel, c'est la nature. Bon, il y a une sélection qui se fait. Les bactéries, elles existent, les bactéries normales, on en a tous sur nous, les palourdes, ils en ont aussi plein, mais ils ont aussi des pathogènes. Mais quand on est dispersé, on a moins de bactéries, donc moins de pathogènes. Plus on concentre, plus on a de bactéries, plus on a de pathogènes, et plus, voilà. Donc c'est efficace. Et donc c'est pour revenir à ce que tu disais, sur on ne sait pas la densité d'huîtres, mais à chaque fois qu'on a concentré les huîtres dans les poches ou sur les parcs, moi ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des développements de pathogènes, quoi. Ils sont là. Voilà. Ouais, c'était ta question. Ah oui, les Japonais, oui, je me rappelle, il y a 20 ans, 30 ans, ouais, les Japonais, j'avais posé leur question, ils avaient des éclosés d'huîtres, et je dis, comment vous faites pour avoir des reproducteurs au top du top, quoi? Ah, dis-nous, on ne fait pas de sélection d'écloserie, on a une équipe qui fait le tour du monde, et qui connaissait bien donc, la génétique, avec l'ADN, ils savaient comment reconnaître une huître creuse, une gigasse d'une autre huître, quoi. Et donc, ils faisaient venir dans leurs écloseries des huîtres qu'ils allaient récupérer dans le monde entier, quoi. Des géniteurs. Voilà, pour éviter justement peut-être la consanguinité, ou je ne sais pas, quoi. Parce qu'à un moment donné, on élève des huîtres, et puis bon, on se retrouve avec des huîtres, une sorte de consanguinité, quoi. Ah oui, il faut savoir qu'il arrive aussi parfois que les écloseries, les larves meurent. Donc je ne vais pas citer l'écloserie, mais j'en connais une en France, en tous les cas, qui pendant 2 ans n'a pas pu produire de naissin d'huîtres. Toutes les larves mouraient. Voilà, donc il y a eu des études.
Je sais pas, c'est resté très confidentiel après, on n'a pas trop su, on a essayé d'avoir les rapports pour voir pourquoi il y avait des mortalités d'huîtres dans les closeries, quoi. Voilà, un jour on le saura peut-être. Mais oui, pour parler des mortalités du milieu naturel, des palourdes roses et glénans, moi j'étais un de ceux qui ont un peu lancé l'idée d'élever des palourdes. Au départ, moi j'ai travaillé avec des palourdes européennes, la palourde de chez nous, quoi. Et on préconisait de jamais dépasser 150 palourdes au mètre carré d'élevage. Et ça marchait très bien, 150 palourdes. On avait des belles croissances. Jusqu'au jour où il y en a, j'ai les noms, hein, qui ont dit non, c'est grégaire, tu fasses 150 carrés ou 1000 palourdes au mètre carré là, c'est pareil, l'eau circule, la nourriture circule. Non, et c'est plus rentable parce que quand on fait 1000 palourdes au mètre carré, c'est plus facile pour les pêcher, tandis que 150, il faut aller faire presque de la cueillette pour les pêcher. Donc ils se sont mis à faire 1000 palourdes au mètre carré. Dans le mois qui suivait, ils développaient la maladie des anneaux bruns. Et toutes les palourdes de France, anéanties. Hein, et donc, on voit bien, c'est les anneaux bruns. Donc, voilà. Et donc, la concentration, oui. Chaque fois qu'on concentre les animaux dans des milieux, alors, il est possible qu'en écloserie, c'est la même chose. Moi, je travaillais 5000 larves au litre. Dans un litre d'eau, on essayait jamais de dépasser 5000 larves par litre. Mais en écloserie, c'est 10 000, 20 000, 30 000. On a vu la photo d'ailleurs concentrée là. Ils en sont à des 10, 15, 20 000. Donc il est possible que les phénomènes qui ont lieu naturellement, quand on les reproduit artificiellement, on favorise le développement déjà à la naissance, quoi, tu vois, dans l'élevage. Alors oui, ça c'est des connaissances empiriques, c'est intuitif. On me dit, Molo, tu as l'épreuve de ça? J'en ai rien à foutre d'avoir l'épreuve. Le jour où on aura l'épreuve de tout, on sera tous morts, on aura bonne mine. C'est comme les algues vertes. Moi, il y a 30 ans, j'avais fait un film qui s'appelle Marée noire, marée verte, marée rouge. Marée noire, on me dit, ouais, on voit bien ce que tu veux dire. Il y a des images qui ont été tournées ici. On voit bien les marées vertes, tu dis que c'est les nitrates et les phosphates. Est-ce que tu as les preuves? Bon, maintenant, on a les preuves. Mais en plus, je disais marée rouge. Et alors, on me disait, mais t'es complètement... De quoi tu parles des marées rouges, quoi? Aujourd'hui, il suffit de lire la presse, hein, d'aller voir. Et si vous lisez mon livre, L'enjeu plancton, j'ai parlé aussi des problèmes qu'il y avait. Et ce bouquin, il commence à dater déjà. Et j'explique que si on continue l'élevage intensif de saumon à Chiloé, au Chili, il y aura des marées rouges. Et c'est écrit. Donc, quand j'ai relu mon bouquin, j'ai dit, merde. Bon, ouais, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'à chaque fois qu'on manipule le biologique, qu'on le concentre, on encourage la dégradation de la qualité des eaux et on le paye très cher après, quoi. Donc les marées rouges, ouf, on n'en a pas aujourd'hui, quoique nous, à travers le microscope, on les voit, quoi. C'est-à-dire le fait d'observer au microscope depuis des années maintenant, quoi, on les voit. Alors, elles ne sont pas encore, elles ne dominent pas, donc faisons tout pour éviter qu'elles dominent ces phytoplanctons qu'on appelle dinoflagellés, quoi. Hein. Et voilà, donc il faut... Et là, c'est simple pour moi, c'est les pratiques agricoles, les pratiques urbaines. Hein, tous les comportements qu'on a sur la Terre, on le retrouve dans l'eau. Et c'est lui qui fait après... le plancton, lui, vous inquiétez pas, il est là depuis 3,5 milliards d'années, il fera le tri et il fera le plancton qu'il faut pour survivre. Il survivra après nous, hein. Aucun problème pour ça. Sauf que nous, on vit dedans et il faut qu'on accepte. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la Ria d'Etel est vraiment, vraiment intéressante parce que c'est un bassin versant qui a été étudié, mais pas que par les scientifiques. D'ailleurs, ça a été fait par les gens eux-mêmes, par les ostréiculteurs, les agriculteurs, les citoyens qui se sont mobilisés. Et cette affaire de qualité des eaux, si on le laisse entre les mains des scientifiques ou des spécialistes, on se trompe complètement. Il y a les connaissances intuitives et empiriques, comme le dit Jean-Noël. Voilà, c'est en fait pour étudier, à mon avis, la mortalité des huîtres. Souvent, je dis ça, mais on me dit c'est pas des biologistes, des scientifiques qu'il faut qu'ils aillent voir. Pourquoi? Il faut des ethnologues, à mon avis. C'est mieux d'envoyer des ethnologues discuter avec les ostréiculteurs, parce que chaque ostréiculteur a une réponse. Ils ont la solution au problème. Voilà. Donc les ethnologues, c'est des scientifiques aussi. Mais c'est plutôt, à mon avis, des ethnologues qu'il faut envoyer sur le terrain que des biologistes. J'ai une petite anecdote. Quand en 2008, là, on a vu se développer l'herpès virus qui a amené des mortalités phénoménales dans le Nessin.
J'ai un collègue ostréiculteur qui est là dans la salle. Je l'ai entendu dans une réunion se lever et s'insurger un petit peu parce que l'ensemble des ostréiculteurs commençaient à réclamer des aides parce qu'il y avait des mortalités de naissins et qu'est-ce qu'on va devenir. Et lui, il s'est levé à ce moment-là, il a dit non mais arrêtez un petit peu là, parce que le commerce au niveau national absorbait, bon an mal an, entre 140 et 150 000 tonnes par an. Et en France, on était rendu en capacité à produire 240 à 250 000 tonnes. Donc on était dans une énorme surproduction. S'il n'y avait pas eu ces mortalités de naissins, eh bien, les entreprises auraient coulé économiquement, parce que de toute façon, il n'y avait pas le marché pour absorber ça. Et quelle pouvait être la réponse par rapport à ce surcroît d'huîtres qu'il y avait dans le milieu? Ben voilà, on a eu ces mortalités. C'est tout simple. Oui, bonjour, Roger de Lorient. Moi, j'ai deux interrogations qui sont un peu plus terre à terre. La première, c'est de mettre en avant donc la production naturelle et à côté la production, on dirait industrielle. Et j'aurais cette interrogation sur le prix de revient. Je suppose que dans l'objectif que vous avez, c'est de produire et bien sûr de vendre, mais le but plus tard, c'est aussi de le manger, le produit. Donc, est-ce que là, il y a une difficulté importante dans votre profession? Ça, c'est ma première interrogation. La deuxième, je suis quand même un épicurien. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'huître, c'est de savoir si elle est bonne. Bien sûr, au départ, on dit qu'il faut qu'elle soit quand même, pour la santé, le mieux possible. Mais il y a des plates, il y a des creuses. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert l'huître plate irlandaise de la Connemara. Moi, j'ai noté pour mon amateur, j'ai mis 5 étoiles quand même, parce que c'était exceptionnel et là, très largement au-dessus de la Belon. Donc je me pose la question, en dehors de la moralité que vous avez, et c'est très bien, nous, épicuriens, on cherche donc le bon produit et le meilleur. Est-ce que vous avez effectivement quelque chose à nous dire là-dessus? Alors moi, je peux répondre, je passerai le micro à Jean-Noël Yvon. J'ai rencontré dans le livre un personnage tout à fait étonnant qui est un écaillé, Fouad Kaïdouchi, qui fait justement le tour de France, comme peuvent faire des vendeurs de vin qui vont visiter les productions viticoles et goûter les vins. Et cet écaillé, il a pour idée de sélectionner les meilleurs produits. Et il y a des meilleurs produits qui sont faits dans les meilleures conditions, notamment les conditions de travail qu'a décrites Jean-Noël Yvon. Et ça, c'est sûr que ces huîtres, elles sont absolument incomparables. Et moi, j'ai pu faire le tour de France aussi en allant chez différents producteurs. Et j'ai vu la différence entre une huître naturelle élevée au sol, qui a une coquille qui est beaucoup plus épaisse, parce qu'elle est en échange de minéraux du sol. Elle a aussi la façon qu'elle a de résister aussi en étant beaucoup plus libre. Elle est mise en mouvement dans la poche, elle est serrée. Donc ça, c'est tous les critères qui font que si vous avez des jardins, vous plantez des carottes, vous les mettez les unes sur les autres, elles ne développeront pas de la même façon. Elles vont manger les bons nutriments du sol et vous n'aurez pas des bonnes carottes. Et les huîtres, c'est pareil. Il y a vraiment des différences. Alors vous citez les huîtres d'Irlande. Le climat d'Irlande est excellent. Il y a peu de production. Les gens qui y vont, il y a des grands ostréiculteurs, ceux que je citais tout à l'heure, des grands noms qui font de la production intensive, ils vont là parce que c'est encore des eaux froides qui sont bonnes, qui sont riches avec des embouchures. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, une attention portée aux meilleures huîtres, ce qui n'est pas le cas des gens qui vont à Noël acheter des bourriches dans les supermarchés. Malheureusement, et Jean-Noël va pouvoir le dire, si vous allez sur le marché, il y a un cours de l'huître, et les huîtres, elles ont à peu près le même coût. Et il devrait y avoir, comme quand vous achetez des légumes naturels ou des légumes dans un supermarché, des différences de prix. Il y a du foie gras naturel et du foie gras de grande entreprise. Pour les huîtres, on a tendance à acheter les huîtres au prix courant.
Mais il faut réfléchir que quand on veut du bon, il faut aussi mettre le prix. Quand on parle de goût de l'huître, on ne peut pas parler du goût d'une huître. On doit parler du goût de cette huître-là qui évolue tout au long d'une année. Le goût de l'huître va changer quand vous allez avoir une période de pluie. Le goût de l'huître va changer quand, au contraire, vous allez avoir une longue période sans pluie. Le goût de l'huître va changer, va évoluer en fonction des saisons parce que les différences de température vont générer du plancton différent, donc du fourrage qui va être différent. Tout ça, ce sont des facteurs qui bougent à partir de chaque secteur de production. Donc, je ne vais pas vous dire, il y a une huître qui est bonne, il y a une huître qui est mauvaise. Il y a des gens qui aiment des huîtres maigres, il y a des gens qui aiment des huîtres plus charnues, il y en a qui les aiment laiteuses. Les huîtres, c'est un petit peu comme les vins. Vous allez en trouver. Qui aura l'audace de dire qu'un Bourgogne est meilleur qu'un Bordeaux ou l'inverse? Ça n'est pas possible. C'est adapté au goût du palais de chacun. Il y a des découvertes à faire. Et puis voilà, chacun doit trouver ce qui lui convient à son palais. Et il n'y a pas forcément qu'une seule sorte d'huître qui peut lui convenir d'ailleurs. Ah oui. En ce qui concerne le prix de revient, on a peut-être des surcoûts de main-d'œuvre, mais je peux vous dire qu'on s'en sort très bien. Et voilà, il se trouve que moi je suis un mauvais commerçant, c'est pas mon truc. Je préfère produire. Mais je vis très bien tel que je fais là et je suis en harmonie avec ce que je pense. Donc ça me va très bien. Dans la production d'huîtres, un petit peu de qualité d'origine triploïde, pardon, il y a une tendance à donner un goût à l'huître qui est créé artificiellement d'après la sélection, qui va vers des goûts qui sont reconnus par le public. C'est simplement une enquête marketing. Le public aime maintenant certaines huîtres charnues, un peu sucrées, et c'est la valeur exacte de ce que produisent certains ostréiculteurs, comme certains viticulteurs vont dans le goût du public en faisant des vins beaucoup plus charpentés, qui donnent une impression immédiate et qui forment le goût, comme les industriels qui font de la pâtisserie ou même des produits pas sucrés rajoutent du sucre parce que c'est tentant pour le palais du public. Bonsoir, je suis heureux d'être là. On n'a pas eu du prix de revient et on a parlé aussi de la mortalité. Il y a, au niveau de la mortalité du naissain, ce que tous les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un tout petit secteur en France où il n'y a pas de mortalité sur le naissain. Voilà, un tout petit secteur, c'est la Gironde. Tout ça parce qu'en Gironde, grâce au cadmium, il n'y a pas aucun élevage d'huîtres triploïdes. On n'a que des bancs naturels adultes et justement, on a du naissain qui est issu de ces bancs naturels adultes. Ce naissain-là, quand on le transporte ailleurs en France, il ne meurt pas. Vous voyez, ça c'est une niche au niveau de la France. Maintenant, vous avez demandé aussi le prix de revient des huîtres. C'est tout simple. Il y a à peu près 100 entreprises qui adhèrent au CER, pour le centre de gestion. Donc, ce qui a permis au CER, sans citer les noms, de sortir un prix moyen de revient à plus ou moins 50 centimes dessus-dessous, suivant les investissements et les amortissements des entreprises. Et ce prix moyen de l'huître est de 3,28 €. Prix de revient hors salaire, hors revenu. Voilà, c'est ce qui fait que cet hiver, ceux qui déduisent la vente en gros à la production, ils ont perdu des sous. Tout simplement. Parce que le cours cet hiver, il était à 3 € maximum, voire en dessous. Grâce à une surproduction de triploïdes au niveau du commerce. Ce que vous connaissez, ce sont les prix que vous voyez au marché ou chez des producteurs, qui sont à peu près 7 € le kilo, la douzaine. Alors, 7 € la douzaine. d'abord, je voudrais remercier Jean, qui est président du syndicat ostréicole de l'Ariat d'Etel et ostréiculteur à Sainte-Hélène,
Et une entreprise durable aussi, puisque c'est ses enfants qui reprennent l'affaire. Le prix dont parle Jean, c'est le prix de négoce en gros. Grosso modo, le prix d'une barrique de vin entre un viticulteur et un négociant. Les prix que vous allez trouver sur les marchés, il va falloir rajouter à ce prix-là de la TVA, des emballages, de la main-d'œuvre pour les emballer, des films pour les cercler, des étiquettes, du transport, voilà, des frais de gestion et des frais de personnel. Et on va retrouver forcément un prix qui est plus important. Et quand on arrive à 3,28 €, comme le dit Jean, sur ces 3,28 €, vous avez à peu près 60% du prix qui est pris par de la main-d'œuvre. Voilà. C'est ce que je dis souvent, les huîtres, c'est que de l'amour, que du temps. Voilà. Un peu de plancton quand même. Excuse-moi, Pierrot. Je vais vous raconter une petite anecdote. Au festival des pêcheurs du monde, c'est un beau festival, hein, il faut y aller, hein, à Lorient, là, ça vaut le coup. Hein, vraiment, on voit des films à tomber le cul par terre. Et j'ai vu un film et j'étais très ému. Hein, c'est rare que je me mette à pleurer à regarder un film, mais bon, il passait, là, et il faisait partie de la sélection. Et c'était un film sur l'après-tsunami, quoi, comment les Japonais vivent, comment les ostréiculteurs vivent de cette catastrophe, quoi, hein, du tsunami, quoi. Donc c'était, ça vous prenez là. Et puis après, le film se termine vers un ostréiculteur, mais qui fait ça depuis longtemps déjà. Il est dans le sud du Japon, loin, il n'a pas été impacté trop fortement par le problème du tsunami. Donc il a survécu, lui. Et puis voilà, et son histoire elle est super parce qu'il était ostréiculteur dans cette baie du sud du Japon et il voyait ses huîtres, la qualité de ses huîtres qui se dégradait. Et lui tout de suite il a pensé que c'était dû au plancton, quoi. Et il raconte ça, hein, donc le japonais raconte, et puis il a regardé autour de lui, et autour de lui dans cette baie il était entouré de reliefs avec beaucoup de forêts, quoi. Et donc il y avait eu une exploitation de la forêt, on a coupé les arbres pour faire du bois, pour faire des meubles, je sais pas trop quoi. Et en fait, il a fait une relation entre la disparition de la forêt et l'érosion des sols, le laminage des sols, et la disparition du plancton, et la qualité de ces huîtres qui disparaissaient. Alors il s'est dit, c'est pas possible. Il s'est mis à planter des arbres. Donc on l'a pris pour un fou, quoi. Il plantait des arbres. C'était l'ostréiculteur qui plantait des arbres pour sauver ses huîtres. Voilà. Et puis il y a des associations il a expliqué, il dit oui, quand des arbres sont là, le sol, il n'y a pas d'érosion, donc c'est bon pour mes huîtres. Et alors, il y a plein de gens viennent le week-end maintenant planter des arbres avec des essences. Il y a des spécialistes qui disent qu'il vaut mieux mettre plutôt cette essence-là pour ne pas avoir que des conifères ou des sapins, je ne sais pas. Voilà. Ou des résineux, quoi. Ce serait une catastrophe. Et donc, voilà. Et cet ostréiculteur, il est heureux, il est là. Il dit, voilà, depuis que je plante des arbres, mes huîtres elles rayonnent de bonheur, quoi. Elles sont super belles, elles sont bonnes. Ouais. Voyez un peu. Et on retrouve la même chose ici, chez nous, quoi. Bon, on ne va pas planter des arbres, mais on va reconquérir la qualité des eaux par des pratiques agricoles qui respectent le sol, le vivant du sol, parce que quand un sol est vivant, quand il y a des vers de terre, des acariens, des bactéries, des champignons, tout ça, ça fait partie de la vie du sol. Quand ils sont là, on a un sol qui est formidable, quoi, pour nous, parce que même s'il y a un peu d'érosion, il y a des coulées, moi j'ai l'habitude de dire que c'est la terre qui nourrit la mer, quoi. Hein, et c'est vrai qu'il y a 3,5 milliards d'années, c'est la mer qui a apporté la vie sur Terre, mais aujourd'hui, c'est la Terre qui lui rend, quoi. Donc il faut tout faire, tous travailler. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est une affaire citoyenne, quoi. C'est comme les Japonais, tous les citoyens qui viennent planter des arbres pour sauver les huîtres du copain. Je trouve ça formidable. Et que c'est pas seulement l'affaire des spécialistes, des agriculteurs, des ostréiculteurs, des pêcheurs, ceux qui font des productions primaires, de se battre pour sauver la qualité des eaux. C'est aussi des citoyens, c'est nous tous, quoi. Là, récemment, sur le secteur, il y a une période d'interdiction de vente pour cause de norovirus. Norovirus, c'est pas moi qui vais définir ça, hein. Ce qu'on sait, c'est que ça vient souvent après des épisodes de gastro-entérite et d'épidémies de gastro-entérite. Et on retrouve ça concentré dans les coquillages.
Comment? C'est venu au travers d'assainissement individuel défaillant. Et on était en réunion il y a très très peu de temps avec une collectivité sur Merlevenez, Sainte-Hélène, Nostan et Plounec qui, tu vois, pour rentrer dans ce que tu nous dis, a trouvé un moyen pour avoir des fonds pour permettre aux citoyens de financer une partie des travaux pour la rénovation de leurs assainissements. Donc on est bien dans une démarche citoyenne où tout le monde doit se prendre en compte. Bon, sur Plounec, s'il y a des problèmes de qualité d'eau, il y aura des problèmes autour du tourisme, de toute façon, à terme. Si les eaux de baignade sont interdites quand il y a les cas de norovirus. Donc, il y a des solutions collectives qui, progressivement, sont trouvées. Donc, pour l'instant, c'est appliqué. C'est une 50aine d'habitations qui vont être rénovées sur un premier programme, mais ça va continuer à se développer. Et c'est l'ensemble des bassins versants qui sont à prendre en compte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ostréiculteurs sont des sentinelles sur le bord de la côte. C'est-à-dire que nous, on constate tout de suite les effets. Les effets de la présence de l'homme ou de la surprésence de l'homme sur le territoire. Le travail qui a pu être fait autour de l'Aria d'Etel est très intéressant parce que ça a été une prise de conscience collective. Ce n'est pas une ou deux personnes. Ça n'est pas non plus une obligation légale. Ça n'était pas non plus une obligation européenne. C'était juste un groupe de gens qui a eu envie d'avancer pour faire mieux et qui a su convaincre la population aux alentours de continuer. On est à nouveau dans le type d'exemple de ce que tu donnais. Mais il y a des tas d'autres secteurs qui commencent ce genre de démarche. Et là aussi, on retrouvera des différences dans les goûts, parce que plus la nature est saine autour, les eaux de ravinement vont amener des sels minéraux. L'ostréiculture, c'est toujours dans des baies, dans des estuaires, parce qu'il faudrait des apports d'eau douce. Les apports d'eau douce et les apports de sels minéraux vont être le début, la base des premiers planctons. Les premiers planctons sont le début de la chaîne alimentaire en mer, et sans une bonne harmonie de tout cet ensemble, eh bien, il n'y a rien de possible, et l'ostréiculture non plus. Oui, j'avais une question sur la circulation des huîtres, sur le transport des huîtres, parce que vous nous avez parlé tout à l'heure du naissin, qui était un métier un peu à part, sans doute à cause de la qualité des eaux, peut-être ou de la température. Donc on comprend très bien que ce soit à part. Mais pour aller assez souvent sur Cancale, c'est des transports d'huîtres en permanence. Qui sont affinés sur place ou qui sont... Alors je ne connais pas très bien le circuit, mais on a parlé tout à l'heure d'huîtres qui vont aussi en Irlande. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, alors qu'on pourrait tout faire sur place. On arrive finalement, pour certaines huîtres, à des bilans carbone désastreux. Mais nous, consommateurs, on n'a aucun moyen de savoir si l'huître a été entièrement... produite sur l'Aria d'Etel, par exemple, ou si elle a circulé sur toute la France. Là, effectivement, on n'a que notre bonne foi, puisqu'il n'y a rien qui existe pour le prouver aux consommateurs. C'est exact. Maintenant, il y a des choix d'optimisation en termes de croissance qui sont faits par les entreprises qui vont vouloir produire le plus possible. Mais il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur un seul site. Donc vous allez entendre parler d'huîtres qui véhiculent, qui sont trimballées un petit peu partout. Je ne pense pas que ce soit le fait de la majorité des ostréiculteurs. Il faut quand même savoir que plus de 70% des entreprises ostréicoles en France, c'est des entreprises avec 1, 2 ou au maximum 3 personnes, 3 unités de main-d'œuvre à l'année. Ce sont des petites structures.
On ne peut pas... Alors déjà, au niveau de ces structures-là, si vous voulez, on est PDG, balayeur en chef et comptable. S'il faut être transporteur, et on va en rajouter d'autres, et mécano aussi, si vous voulez, ça va devenir un petit peu plus complexe. Donc, il y a un certain nombre de pratiques qui sont faites par deux professions différentes. On ne parle pas d'une ostréiculture comme on ne va pas parler d'une agriculture. Vous avez une immensité de métiers dans l'agriculture, dans l'ostréiculture, c'est exactement pareil. Vous allez avoir des gens qui, en fonction de leur site, de leur parc, de leur habitude, vont se concentrer sur juste la dernière année. Il y a des gens qui ont, par tempérament, par capacité, compétence et envie, vont aller plus vers le commerce. Il y a des gens qui vont être dans des zones où, climatiquement, la reproduction est plus forte, qui vont principalement s'axer vers le naissain. Bon, il se trouve qu'en Riadetel, nous, on n'a pas le choix. Le naissain, il faudra bien qu'on le fasse venir, d'ailleurs. Le naissain a besoin, enfin les larves ont besoin d'une période de stabilité de température sur un délai suffisamment long, de 15 à 20 jours, pour pouvoir se développer, évoluer et se fixer. Et nous, il y a trop de variations de température entre un mort d'eau et une grande marée, entre les eaux qui restent en Riadetel et les eaux qui viennent du large. Beaucoup d'apports d'eau du large refroidissent la température. Et voilà, on a des variations de température en période estivale qui vont de l'ordre de 2-3 degrés. Donc de toute façon, on sera obligé d'importer le naissain. L'huître plate, par contre, se reproduit sur place. Pour l'instant, c'est pas grand-chose, mais voilà. Mais c'est comme dans l'agriculture, hein, vous avez la Confédération paysanne, la FNSEA. Dans l'ostréiculture, il y a des schémas un peu similaires. Ces huîtres dont vous parlez, on les retrouve à Paris, sur les marchés, surtout dans les brasseries. C'est des huîtres qui sont vendues hors de prix, 25 € la douzaine par exemple, et dont les producteurs Gilardeau ne s'en cachent pas, font dans des reportages télévisés l'histoire de leur production d'Irlande. Il y en a même qui vont en Espagne et qui transitent comme ça dans plusieurs lieux. Et après, le produit, c'est plus une huître, c'est des huîtres triploïdes d'ailleurs, et ce sont des huîtres qui sont des espèces de créations commerciales. Ça n'a aucun rapport avec les autres. Je vais changer un tout petit peu de sujet. Est-ce que l'on sait comment l'huître fait pour grandir sa coquille? Étant donné que quand on ouvre une huître, on ne trouve pas de liaison entre la chair de l'huître et la coquille. Alors par quel mystère la coquille grandit? Très court, mais moi c'est parce qu'elle a un manteau. C'est-à-dire que le cœur, l'estomac, tout est dans l'huître, et elle est entourée d'un manteau. Et ce manteau, son boulot, c'est de fabriquer de la conchioline, hein, de la coquille, quoi. Voilà, il y a un organe dans l'huître, son boulot, c'est de fabriquer de la coquille. Et puis il y a d'autres organes, il y a la bouche, il y a l'estomac, il y a l'anus, etc. Donc chacun a son boulot. Et donc quand on l'ouvre, d'ailleurs, quand vous ouvrez l'huître et que vous tapez dessus comme ça, paf, on la voit, ça se rétracte le manteau. Hein, voilà. Et ben c'est son métier à elle de faire de la... Et voilà. Oui, quand on parlait du transport des huîtres, là, c'est qu'il y a des secteurs en France où ils n'ont pas trop le choix. Parce on vous a dit tout à l'heure qu'il fallait 3 ans pour faire une huître. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs comme Varennes ou Arcachon, s'ils veulent produire sur place, eh ben, l'huître mère, elle capte du naissain. Et ça fait que 2 ans après, c'est un petit paquet. Vous imaginez la main-d'œuvre que ça peut représenter d'enlever toutes les petites huîtres sur l'huître mère, qui doit être mise en panier. C'est pour ça que souvent, l'huître, à l'âge de 18 mois, ou avant, elle est déplacée par nos collègues de Marennes, soit en Bretagne ou en Normandie, de façon justement à éviter une certaine main-d'œuvre et pour rester rentable. Je vous propose d'arrêter là. Merci à vous, à tous les 4.